Nous recevons donc Marguerite Stern, que vous connaissez, chers auditeurs, ex-Femen. Elle est aujourd'hui co-auteure de Transmania. Bonjour et merci d'être avec nous, Marguerite Stern. Bonjour, merci. Alors, on vous a invité pour parler d'actualité. On va avoir beaucoup de sujets à traiter avec vous, mais nous voulions commencer par évoquer donc ce drame qui a eu lieu à Minneapolis. Ces 2 enfants qui ont été tués par arme à feu, donc par un ancien élève de l'établissement. Ça s'est passé dans une école. Un ancien élève qui s'avère donc être une femme transgenre. Et donc, on s'interrogeait, on s'est dit à qui pourrions-nous mieux poser la question qu'à vous ? Est-il pertinent, Marguerite Stern, de s'interroger, est-il raisonnable de s'interroger donc sur le rôle qu'aurait pu jouer cette idéologie transgenre dans le mal-être de cet enfant et qui l'a poussé à aller tuer d'autres enfants plus jeunes que lui? Plus que pertinent, je pense que c'est indispensable. En effet, nous, avec Dora Muto, on a écrit un livre qui s'appelle Transmania, que j'ai amené aujourd'hui, dans lequel on parle de plein de choses concernant l'idéologie transgenre. Et il y a un chapitre, effectivement, sur la violence. Il y a un chapitre sur la violence, il y a un chapitre également sur les troubles psychiques. Voilà. Et donc, c'est vrai que quand on parle d'idéologie transgenre, on est obligé de s'interroger sur l'état mental de ces personnes. Et de s'interroger effectivement aussi sur ce qui peut pousser à passer à l'acte. Il se trouve que des attentats sous fond d'idéologie transgenriste, il y en a déjà eu aux États-Unis, qui ont déjà fait plusieurs morts. Enfin, là, je pense par exemple à une femme transidentifiée qui s'appelait Audrey Hale, qui avait laissé derrière elle un manifeste dans lequel elle expliquait, enfin qui n'a pas été rendu public, mais dans lequel elle expliquait voilà, pourquoi à cause de cette idéologie, elle avait commis cet attentat. Là, il se trouve que dans le cas de Minneapolis, on a quand même un homme qui a écrit sur une de ses armes, ou je ne sais plus où, alors je ne sais pas comment traduire, mais au diable ce que vous pensez. Enfin, voilà, quelque chose quand même d'idéologique, quoi. La question, pour moi, disons que le propos, c'est pas de dire qu'il a tué parce qu'il était trans. Oui. Le propos, c'est de dire que l'idéologie transgenre porte en son sein, de toute façon, quelque chose de violent. C'est par essence une idéologie violente. Et il y a une vraie culture de la violence, en fait, qui est vraiment cultivée, entretenue. On le voit lors des manifestations féministes ou transgenristes, qu'il y a régulièrement, en fait, des appels à la haine, au meurtre, à la violence. On appelle à tuer des femmes avec ces termes-là. Nous, avec Dora, on nous dit régulièrement qu'on veut tuer celles qu'on appelle les TERF, donc Trans Exclusionary Radical Feminists, les féministes qui s'opposent à cette idéologie. Donc il y a des vrais appels au meurtre, vraiment c'est constitutif de cette idéologie. Vous avez en vente sur plein de sites internet basiques, genre Etsy.com, des t-shirts sur lesquels il y a écrit Arm Trans Women, donc armons les femmes trans, avec des kalachnikovs aux couleurs du drapeau trans. L'esthétique de la violence, elle est très très présente. Vous avez aussi un jour qui s'appelle le jour de la vengeance, Trans Day of Vengeance. Je ne sais plus quelle année ça tombe, à quel moment de l'année ça tombe, mais voilà. Et vous avez aussi, au sein de cette communauté, effectivement, des personnes qui ne vont pas bien psychologiquement. Ça, c'est documenté vraiment. Je pourrais vous sortir plein de chiffres, mais par exemple, il y a celui de la journaliste Anna Barnes, qui a fait une grande enquête sur la clinique du genre Tavistock, où elle avait déduit que plus de 70% des enfants qui étaient suivis avaient des troubles psychiques, des comorbidités psychiatriques, quoi. Et c'est à peu près le même chiffre qu'on trouve dans tous les services, entre 70 et un peu plus de 70%. Donc nécessairement, en fait, ça forme un combo explosif, quoi. Vous mettez troubles psychiques des personnes qui vraiment sont vraiment pas bien dans leur tête, plus esthétique de la violence, plus aussi une culture de la victimisation, où en fait ils baignent dans des groupes où on leur dit en permanence que les personnes cisgenres, entre guillemets, leur veulent du mal, que que les personnes trans sont au sommet de la pyramide des oppressés, des opprimés. Et donc, ça crée un ressenti, et donc il faut se battre contre les vilains oppresseurs. En fait, vous mettez tout ça ensemble.
nécessairement, ça peut créer des passages à l'acte. Mmh. Oui, en fait, finalement, ce qu'on peut reprocher à l'idéologie transgenre, c'est que ces individus qui connaissent déjà initialement un certain mal-être et donc souvent un déséquilibre psychologique, eh bien, cette idéologie, elle va venir jouer sur ce terrain-là. Et là où on devrait tenter d'aider ces personnes, on va les encourager à sombrer encore plus dans ce mal-être, à le cultiver. Et vous parliez de cette culture de la victimisation. Il y a chez les personnes transgenres, en tout cas c'est ce qui transparaît quand on voit la façon dont elles communiquent, ce qu'elles peuvent expliquer via les réseaux sociaux ou autres, que finalement, étant victime, cela va venir justifier justement tout type de violence. On avait ce manifeste extrêmement violent d'un collectif de femmes transgenres qui était sorti donc peu de temps après justement le scandale qui avait eu lieu avec les conférences que vous deviez donner, qui avaient été annulées à cause de ces menaces. Donc un communiqué absolument lunaire où on avait ces femmes transgenres qui expliquaient que elles vivaient leur identité pleinement au moment où justement un pavé à la main, elles cassaient des crânes, elles cassaient des vitrines, et c'était ces mots particulièrement durs. Aujourd'hui, il faudrait effectivement peut-être accuser l'idéologie transgenre. Comment est-ce qu'on peut faire, puisque à part les livres justement et les ouvrages, on a l'impression que c'est très compliqué de faire cette prise de conscience. Ouais, c'est très compliqué, oui. C'est très compliqué, surtout quand le milieu médical coopère. Vous me dites comment est-ce qu'on peut faire, mais comment est-ce qu'on peut faire Voilà, pour moi, problème-solution, quand on est malade, il faut se soigner. Donc la dysphorie de genre, qui est le trouble dont souffrent ces personnes, c'est-à-dire la sensation de ne pas être né dans le bon corps, d'avoir un corps qui est en inadéquation avec son psychisme, pour moi, c'est un réel trouble psychique. Enfin, c'est quand même une déconnexion du réel qui est très grande, quoi, très, Mm. très grande, quoi. Il faut être vraiment totalement déconnecté de soi-même pour ressentir ça. Effectivement, ça doit engendrer énormément de souffrance. Et le problème, c'est qu'actuellement, en France et dans d'autres endroits dans le monde, mais parlons de la France, en France, on a beaucoup de médecins qui sont transaffirmatifs, c'est-à-dire qui encouragent les personnes à transitionner. Mm. C'est le cas de tous les services à l'hôpital public qui accueillent les personnes trans, Et y compris les enfants très jeunes. y compris les enfants. On a en France entre 15 et 18 unités hospitalières qui accueillent les moins de 20 ans qui veulent transitionner. Et dans ces services-là, on suit les recommandations d'une organisation internationale qui s'appelle la WPATH, qui donc est l'organisation qui édicte les normes de santé pour les personnes trans à l'échelle internationale, avec enfin, voilà, normes de santé entre guillemets, avec un protocole qu'on appelle le Dutch Protocol qui se fait en 4 étapes. Et donc c'est très tracé. C'est effectivement pour les enfants, on prend des bloqueurs de puberté, puis ensuite on passe aux hormones croisées, donc testostérone pour les filles, œstrogène pour les garçons, et puis ensuite vous avez les opérations chirurgicales, et puis c'est aussi important de faire sa transition sociale, c'est-à-dire de Mm. changer de sexe à l'état civil, voilà. Donc en fait, quand de toute façon les médecins encouragent les personnes à rester dans leur mal-être, cultiver leur mal-être, et ne vont pas, au contraire, questionner pourquoi est-ce que tu te sens comme ça parce que la dysphorie de genre, elle vient pas de nulle part. Enfin, souvent, pour les femmes, ça vient de traumatismes. Mm. Il y a aussi enfin, de traumatismes voilà, liés à un rejet de leur corps parce qu'elles ont été victimes de violences sexuelles à un moment. Voilà. Euh, il y a aussi une grande proportion de personnes autistes qui s'engouffrent dans l'idéologie transgenre, et souvent des ados, hein, vraiment qui s'y engouffrent à l'adolescence parce que voilà, c'est des petits qui ont du mal à s'intégrer à l'école, ont du mal à se faire un groupe d'amis, ressentent souvent aussi ce décalage entre... enfin, il y a un décalage entre leur maturité émotionnelle et leur maturité corporelle qui peut être très mal vécu, mais qui se résorbe toujours à l'âge Oui. adulte. Et donc, les jeunes autistes tombent hyper facilement quoi, dans ces cercles-là parce que c'est des cercles où voilà, on leur dit tu es, enfin, vous savez, ces fameux mantras de la gauche là, tu es valide, ton ressenti est valide, où on les célèbre en fait dès lors que vous faites votre coming out, vous êtes hyper célébré, vous êtes une superstar et tout. Et pour ces petits qui étaient super isolés, voilà, finalement, ils ont l'impression de trouver une famille Mm. et voilà. Et il y a aussi
pour certains hommes, et ça c'est très tabou, mais il y a beaucoup d'hommes qui transitionnent parce que tout simplement ce sont des fétichistes sexuels, des hommes qui ne jouissent que par le travestissement et par le fait de s'imaginer en femme. Et donc bon, souvent ceux-là ne vont pas jusqu'à se faire couper le pénis parce que justement Mm. il y a une base sexuelle là-dedans et c'est de l'ordre de la paraphilie sexuelle, de la perversion sexuelle. Et effectivement, bon, c'est compliqué d'en parler, voilà. Mais en fait, on donne dans notre livre, nous, avec Dora, des exemples. Enfin, on est allé traîner sur tous les forums, tout Ouais. ça. On a échangé avec des hommes autogynéphiles. C'est une réalité. Et bref, c'est vrai qu'il y a plein de tabous, de sujets difficiles autour de l'idéologie transgenre que les médecins veulent pas prendre vraiment à bras le corps pour réellement aider ces personnes-là. Parce que, je suis désolée, aider ces personnes-là, c'est pas les conforter dans leur mal-être. Mm. Oui, c'est beaucoup plus facile de tout expliquer en se disant que tiens, finalement, le problème, c'est juste une question de genre à la naissance et puis basta. Marguerite Stern, vous, initialement, c'était pas du tout le combat que vous meniez. Vous étiez même à l'opposé. Comment est-ce que vous en êtes arrivée justement à cette prise de conscience? Puisqu'on le disait, elle est très difficile pour énormément de personnes. Donc pour vous, comment est-ce que ça s'est passé? Je sais pas si on peut dire que j'étais à l'opposé total, c'est-à-dire que oui, donc moi j'ai été activiste fémène et puis après j'ai créé ce mouvement de collage contre les féminicides. Bon, dans Femen, on s'est jamais vraiment positionné sur l'idéologie transgenre. On avait accueilli quelques personnes trans, bon voilà, j'avais pas trop réfléchi à cette question jusqu'à ce qu'elle se présente, Mm. réellement à moi. Enfin, j'avais peut-être fait un ou 2 tweets, genre en Ouais. 2019, en 2009, je sais pas, pour soutenir les personnes trans sans réellement, penser le sujet en profondeur. C'est juste que quand ce sujet-là, il a vraiment commencé à débarquer sur la table, Il y sur a un phénomène de les mode. ouais, Ouais. complètement. En France, qui a commencé, je dirais, enfin, je sais pas, il y a quelques années, voilà. Heu C'est simple, moi j'ai eu une discussion à l'époque, j'habitais à Marseille, j'avais commencé à coller, contre les féminicides toute seule et tout, puis j'avais, une copine qui était féministe, qui était dans une association qui s'appelle, Oser le féminisme à l'époque et je sais pas, on a parlé de ça très rapidement et en fait, très rapidement, j'ai compris que Mm. oui, en effet, les hommes enfin je sais pas comment dire, ça me semble assez simple en fait, hein, l'idée que les hommes, qu'ils portent des jupes ou pas, qu'ils se soient fait couper le service 3 pièces ou pas, n'ont rien à faire dans les compétitions sportives des femmes. Et J'allais y donc, venir. Il y a cette affaire Iman Khelif en ce moment qui secoue un peu les médias. Donc cette boxeuse algérienne qui, a priori, en fait, serait plutôt un boxeur et qui se présente dans des compétitions féminines. oui, alors ça, c'est un cas un peu différent Mm. parce qu'en l'occurrence, c'est une personne dite intersexe. Donc ça, on en parle aussi dans notre livre avec Dora et c'est un sujet un peu plus complexe que ça. L'intersexuation, déjà, aujourd'hui, les médecins préfèrent parler de troubles du développement sexuel parce que le terme d'intersexuation est un terme qui pourrait laisser penser qu'il existe un troisième sexe. Or, non. Mm. Il n'y a que des mâles et des femelles au sein de l'espèce humaine et on les reconnaît au fait qu'ils soient capables de produire tel ou tel gamète. Il y a des spermatozoïdes ou des ovules et il n'y a pas de gamètes entre deux, donc il n'y a pas de troisième sexe. Et quand bien même une personne serait infertile, dès lors qu'elle possède les tissus qui pourraient produire ces gamètes-là, alors enfin, par exemple, qui pourraient produire des gamètes femelles, alors c'est pour ça on va dire que la personne est une femelle. Mais il y a certaines personnes dont le développement se fait un peu moins bien. Ça se passe dès la fécondation, voilà. C'est soit des histoires de. Enfin bon, c'est des histoires. C'est des trucs scientifiques Mm. un peu complexes que je peux jamais résumer juste en 2 minutes. Mais bref, qui créent un trouble, soit un trouble hormonal. Donc, on va avoir des femmes avec des testostérones particulièrement élevés, ou bien au niveau de la sphère effectivement génitale, où vous avez des organes sexuels qui parfois paraissent indifférenciés. Et donc, c'est apparemment le cas d'Iman Khelif, qui est né avec des organes externes femelles, mais externes uniquement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, elle aurait un Mm. système reproducteur plutôt masculin et donc un taux d'hormones plutôt masculin.
Ce qui fait qu'en effet, quand vous avez un taux de testostérone masculin, surtout dans le cadre de la boxe, vous pouvez littéralement exploser une femme face à vous. J'ai fait de la boxe, chers auditeurs, donc je confirme, je préférais être face à des femmes. Marguerite Stern, on reste avec vous encore un petit moment, et puis Richard Dessès nous rejoindra vers environ dans 10 minutes, il présentera sa chronique, et puis ensuite on continuera de discuter tous les trois jusqu'à 8h15, et tout à l'heure, chers auditeurs, nous retrouverons Alain Destex et Mériadec Raffray, donc restez avec nous. Marguerite Stern, donc, on poursuit avec vous. L'Humanité titrée récemment, d'ailleurs, non, pas tant récemment que ça, mais quand même, éducation à la vie affective et sexuelle à l'école, l'éducation nationale tiendra-t-elle le cap face à l'offensive des réacs ? Aujourd'hui, c'est le 2e jour de cette première rentrée, de cette première semaine d'école pour les enfants français. Et on le sait, l'école aujourd'hui est un terrain qui est particulièrement lorgné par toute cette idéologie transgenre. On a bien évidemment cette volonté d'apprendre aux enfants leur vie affective et sexuelle. Alors là, c'est un premier débat. À partir de quel âge, comment, avec quels mots, quels sont les axes d'apprentissage. Et puis, il y a aussi toutes ces images de plus en plus choquantes qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux où on voit effectivement des personnes transgenres aller dans les écoles et donc parler de leur situation, de leurs troubles. Alors même si c'est pas présenté comme ça, vous l'avez dit. Mais voilà, comment est-ce qu'on doit appréhender ce sujet-là ? Alors, sur la question de comment est-ce qu'on doit éduquer, entre guillemets, les enfants à la vie affective et sexuelle, je ne me prononcerai pas parce que j'en suis pas spécialiste, même si j'ai mon avis et je trouve qu'il faut quand même faire attention à ne pas effracter psychiquement les enfants, tout en effectivement occultant pas la question des violences sexuelles parce qu'elle est réelle. Sur la question du transgenrisme, donc c'est pas uniquement des personnes trans qui vont voir les enfants dans les écoles, disons que c'est des associations transgenristes, quoi. Des associations qui, sous couvert de féminisme, vont aller raconter n'importe quoi aux petits. Et alors, il faut savoir que vraiment, ça arrive de plus en plus. Ce sont des assos qui sont subventionnés. Donc, ça se fait avec l'argent du contribuable. Et moi, il y a quelque temps, vous savez, j'ai commencé à m'exprimer sur cette idéologie il y a environ 5 ans. Et au début, on me disait, mais c'est un sujet de niche, tu vas écrire un livre là-dessus, mais en fait, personne ne va le lire parce que personne n'est concerné. En fait, en réalité, toutes les semaines, je reçois un message Twitter d'une mère, d'un père qui me dit, moi, mon enfant, à l'école, il s'est passé ceci, voilà. Et ça arrive pas uniquement en milieu urbain, mais aussi en milieu rural. Désormais, c'est à peu près partout. Et donc, effectivement, vous avez ces associations-là qui vont dans des écoles sous prétexte de transmettre des valeurs féministes, alors vous savez tous ces jolis mots, inclusivité, vivre ensemble, tout ça, mais après, il faut voir ce qu'on met derrière. Et donc, qui effectivement vont raconter n'importe quoi aux petits. Vous avez par exemple l'association Règles élémentaires, qui est censée parler de la question des règles, du cycle menstruel, tout ça. Bon. Qui va parler aux enfants de personnes à vulve. Donc en fait, c'est tout un nouveau vocabulaire aussi, qu'on met dans la tête des enfants. On leur dit qu'il faut parler de personnes à utérus, de personnes à vulve, que si vous dites le mot femme, vous êtes transphobe. Oui, il y a une guerre sémantique. Il y a une guerre sémantique effroyable et il y a surtout une forme de chantage à la transphobie, de la même façon que moi je trouve qu'il y a un chantage un chantage au racisme actuellement. Il commence à y avoir un chantage à la transphobie comme ça, et quand on est face à des enfants qui juste, avec tout leur bon sens, vont vous rappeler « Non mais moi je sais ce que c'est un homme, je sais ce que c'est une femme », ces enfants-là sont quand même parfois accusés de transphobie tout simplement parce qu'ils questionnent ces termes qui effectivement sont complètement ridicules. Vous parliez de ce chantage au racisme, ça me permet de faire la transition vers l'autre sujet que je voulais aborder avec vous, Marguerite Stern. Vous êtes rendue récemment à la fête de Ganesh qui avait lieu à Paris, donc qui est une fête hindouiste. Hindouiste. I don't know. Voilà. On demandera à Amélie qui doit savoir, notre collègue Amélie. Bref, donc vous êtes rendu à cette fête et vous avez publié c'est une vidéo
sur vos réseaux sociaux. Et donc, en fond sonore, vous faites la litanie de tous ces mantras de gauche qu'on peut entendre sur la diversité, etc. Et on sent bien sûr l'ironie qu'il y a derrière. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de ce que vous avez vu pendant cette fête et puis donc également de votre perception aujourd'hui de cette immigration en France et de ces gens qui, de toute évidence, ont du mal à s'intégrer si on en croit les vidéos que vous avez pu rapporter de cette fête? Je sais pas si eux, c'est vraiment des enfin, je sais pas si la je veux pas pointer du doigt en particulier, la communauté indienne, hindoue, en disant qu'elle particulièrement a du mal à s'intégrer, voilà. Juste, ce qui m'a beaucoup choquée, c'est qu'en fait, je sais pas si on le ressent réellement sur la vidéo, mais c'était, il y avait beaucoup de monde, quoi. C'était des dizaines et des dizaines de enfin, ouais, disons, je sais pas, allez, une bonne quinzaine de rues, remplies, Ouais. voilà. Et en fait, il y a certains quartiers de Paris comme ça où quand vous y allez, même en dehors du cadre de célébration où, les blancs que vous croisez, se comptent sur les doigts d'une main. Ouais, c'est Et terrifiant. oui, moi, je trouve ça terrifiant. En fait, je moi, je vis ça comme une forme de colonisation. Enfin, je peux pas m'empêcher à chaque fois de me dire, «OK, en fait, toute personne qui ne comprend pas en quoi c'est glaçant, j'aimerais qu'elle essaye de se projeter en se disant: "OK, je vais à Bamako, à Bombay, à Khartoum, qui est la capitale du Soudan", et je m'imagine comme ça, voilà, tout un quartier empli de blancs. Il n'y a que des blancs, les commerces n'appartiennent qu'à des blancs, toutes les personnes qu'on croise dans la rue sont des blancs. En fait, comment ne pas qualifier ça autrement qu'une forme de colonisation? Juste, il y a quelque chose de glaçant à ça. Et en France, je trouve qu'on le vit de plus en plus. Moi, de plus en plus, je me retrouve confrontée à des situations pareilles. Cet été, par exemple, je suis allée à Montpellier et bon, je m'y attendais pas. En fait, le centre-ville de Montpellier est blindé de femmes en hijab. Hem, je trouve ça enfin, j'ai l'impression de plus être en France. J'éprouve réellement ce sentiment de me sentir étrangère dans mon propre pays. C'est une phrase qui revient de plus en plus dans les milieux de droite, mais réellement parce que je pense elle est partagée, enfin, Elle que c'est traduit le réel. c'est vraiment ce qu'on ressent, de plus en plus, et donc j'ai rien contre ces personnes, individuellement, juste, je me sens plus chez moi, quoi. Et on parlait d'effraction psychique tout à l'heure avec, la question de l'éducation, violences sexuelles, à l'école. Moi, je le vis comme une effraction psychique, d'être en permanence comme ça, baignée dans un flux de personnes dont les mœurs, dont la culture, dont la langue, en fait, ne sont pas les miennes. Je trouve ça effractant. C'est-à-dire que ça crée un sentiment de mal du pays, de ne pas être, chez soi, une forme d'intranquillité, même cognitive, quoi, d'entendre parler en permanence, des dialectes, étrangers. En fait, je trouve que c'est trop. Mm. Et de la même façon que pour votre discours donc, sur le transgenrisme, vous vous êtes aussi heurté à énormément de réprobation lorsque vous avez commencé à parler, à évoquer ces sujets, donc même pas sous le biais idéologique, simplement en partageant ce que vous ressentiez. En fait, il y a une grosse contradiction, politique, qui est que la gauche parle en permanence, brandit en permanence le ressenti comme un argument politique. Ouais. Moi, je considère pas que le ressenti doive en permanence quand même, valoir, voilà, argument, quoi. Mais quand même, quand une grande masse de personnes, évoque le fait qu'elles souffrent, il faut écouter la souffrance quand même. Et il se trouve que, voilà, la gauche se contredit en disant, voilà, en permanence, ton ressenti est valide, enfin voilà, toute émotion doit être entendue, toute émotion est légitime. Moi, je veux bien, mais dans ce cas-là, écoutons aussi les émotions des personnes de droite qui souffrent en fait de cette présence migratoire qui est vraiment trop importante. Et présence migratoire, enfin, je parle d'immigration extra-européenne dont enfin, les personnes n'ont pas du tout
les mêmes mœurs que nous. Oui, ça nous fait souffrir en fait. Enfin, je trouve ça humiliant d'être en permanence. Je trouve que c'est une forme de manipulation, ils le savent très bien. Être en permanence désignés comme des méchants, des fachos, des nazis, alors qu'on exprime une souffrance. Marguerite Stern, merci pour cet échange. On va passer quelques minutes avec Richard de Sèze qui va nous présenter sa chronique. Et puis une fois que ce sera fait, il finira cette discussion avec nous. Voilà, parenthèse avec Richard de Sèze. On change de sujet. C'est dur aussi à dire. On change de sujet, Richard de Sèze, puisque je vous invite donc à poursuivre la discussion que nous avions avec Marguerite Stern. On avait commencé à parler d'idéologie transgenre en revenant sur ce drame de Minneapolis avec cette femme transgenre qui a tué 2 enfants. On a parlé de Iman Relief. On a parlé aussi donc de la fête de Ganesh qui a eu lieu en plein Paris. Et Marguerite Stern nous expliquait que de la même façon qu'elle s'est heurtée à une vive opposition au moment où elle a commencé à analyser le phénomène trans avec, disons, objectivité, et bien de la même façon, elle s'est heurtée à une vive opposition quand elle a commencé à expliquer que ça pouvait être une souffrance de se sentir étranger dans son propre pays. J'espère que j'ai bien résumé. Vous avez même expliqué que vous cherchiez une ville de blanc, parce que vous l'avez formulé de cette manière-là. Évidemment, ça a un peu surpris. Est-ce qu'il y a encore des villes de blanc, d'ailleurs, en France ? Est-ce que vous avez trouvé... Vous savez, il y a une application qui s'appelle Où va la France ? Et qui permet de vérifier sur l'ensemble du territoire français quel est l'état de l'insécurité, de la diversité religieuse. Et vous l'avez utilisé ? Je suis allée faire un tour, en effet, sur ce site internet qui est bien fait. Et j'invite tout le monde à suivre, tous les auditeurs, à aller faire un tour sur ce site internet et puis à suivre la personne qui le tient sur Twitter. Est-ce que je l'ai trouvé ou pas? Ça, j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie de le dire, voilà. Mais en effet, je sais que ça a choqué beaucoup de personnes que je dise ça, mais moi, ce qui me choque, c'est de plus reconnaître ma ville, de plus reconnaître mon pays, de plus savoir où j'habite, de plus avoir l'impression d'être chez moi, de me sentir envahie, submergée par cette immigration. Et je suis pas la seule à être choquée par ça et blessée par ça et dans un inconfort. Et au-delà de... il y a la question des crimes et des délits. Et on sait, aujourd'hui, il y a tellement de statistiques qui abondent dans ce sens-là, qui montrent que les personnes issues de l'immigration extra-européenne commettent plus de crimes et de délits que les Européens. Bon. Mais au-delà de ça, il y a aussi toute la question des incivilités qui est inquantifiable. Toute la question de... Malgré Marlène Schiappa, qui avait mis en place une police des incivilités, une législation contre les incivilités. Des gens étaient censés patrouiller dans toute la rue pour repérer toutes les Marie Chantal qui crachaient sur le trottoir et tous les François Joseph qui étaient en train de jeter leurs canettes en dehors du caniveau. C'est ça, c'est que non seulement on subit tout ça, et puis en plus de ça, on a des politiques publiques qui mettent en place des campagnes d'affichage avec effectivement, donc c'est Marie Chantal qui est en train de hurler dans le métro, c'est Pierre-Louis, Joseph ou Édouard qui sont en train de harceler Marceline dans la rue, alors qu'on sait très bien que ça se passe jamais comme ça. Donc non seulement on subit des agressions, et en plus de ça, en fait, on ne désigne jamais correctement les bons agresseurs. Et moi, ça, au bout d'un moment, ça commence à me rendre malade. Je sais pas. Vous, vous avez trouvé ça choquant de dire j'ai envie d'habiter dans une ville de blancs? Non. Non, ça va. Oui, on est sur Radio Courtoisie. On le vit assez bien. Ce que j'ai trouvé remarquable dans votre parcours et dans cette dernière déclaration, je veux vivre dans une ville de blanc, c'est, si j'ose dire, je dis tout haut ce que les autres pensent tout bas, mais on a aussi l'impression que vous avez été rattrapé par le réel. C'est-à-dire vous commencez votre existence médiatique, votre engagement politique par des combats où il s'agit d'imposer une vision et peu à peu, vous vous dites, non, en fait, visiblement, les transsexuels, ce ne sont ni de vrais hommes ni de vraies femmes,
ou plutôt à la base quelqu'un était un homme et il est devenu une femme, ou il croit être devenu une femme, quelqu'un était une femme, elle croit être devenue un homme. Les gens dans les journaux nous parlent d'hommes enceints, ça ne veut rigoureusement rien dire. Visiblement, l'utérus devait arriver préalablement. Et ensuite, vous nous dites, en fait, c'est bizarre. Non, en fait, le vivre ensemble n'a pas l'air d'être absolument génial. Il y a beaucoup d'incivilité et les statistiques le prouvent. Ce sont plutôt les étrangers. Et comment est-ce que vous vivez, c'est-à-dire cette espèce d'irruption du réel dans votre pensée, et jusqu'où ça va vous mener? Jusqu'où, alors là, je pense que c'est bon, j'arrive au bout d'une forme de transition politique. Euh, je suis en train d'achever l'écriture d'un livre sur ce sujet qui paraîtra aux éditions Magnus en janvier, sur justement déjà comment est-ce qu'on passe de la gauche à la droite, et puis qu'est-ce que ça fait psychiquement, parce que psychiquement, c'est pas facile. Et moi, je pense que si beaucoup de personnes de gauche ne passent pas à droite, malgré le fait qu'on leur présente toutes les preuves sous le nez et tous les 2 plus 2 égale 4 du monde, en fait, psychiquement, premièrement, c'est trop coûteux de dire qu'on s'est trompé, de reconnaître ses erreurs. Et puis aussi, ça fait que parfois, peut-être qu'il faudrait s'excuser auprès de certaines personnes. Alors, on n'aime pas s'excuser, et voilà. Et deuxièmement, c'est aussi compliqué de se dire qu'on a vécu dans l'erreur pendant des années. Et donc, qu'ai-je fait de ces années d'erreur? Est-ce que peut-on réellement vivre quand on vit dans le faux et le mensonge? Enfin, c'est difficile à accepter. Et puis, troisièmement, je pense que quand vous acceptez le réel quand vous acceptez de le voir avec, disons, un retardement, je crois que vous le prenez encore plus dans la face. Enfin, je crois que la violence, en fait, la violence de l'atterrissage est double. Et donc, c'est pas facile psychiquement, et je pense que c'est pour ça que plein de personnes ne passent pas de la gauche à la droite, malgré le fait que c'est bon, je veux dire, maintenant, c'est la question du grand remplacement, de la créolisation, entre guillemets. Elle est largement en train d'être acceptée, même par la gauche. La seule différence, c'est le fait que ces gens-là disent qu'ils sont contents. C'est bien, ils sont contents que notre civilisation soit en train de disparaître, que notre peuple soit en train de disparaître. Quand une espèce de requin, de baleine ou de tigre s'éteint, c'est un drame. Mais par contre, que les Européens s'éteignent, en fait, ça leur fait ni chaud ni froid. Au contraire, on a l'impression que ça leur réchauffe le cœur. Et pourquoi est-ce qu'il y a, chez cette partie de la gauche, d'abord cette espèce de pulsion utopique, qui est presque aimable, après tout, on a envie de changer le monde, parfait, et ensuite ce retour presque aigre et venimeux en disant, au bout du compte, on préfère que le monde crève plutôt qu'il soit comme je ne veux pas qu'il soit? Pour moi, c'est une forme de puérilité. Vous savez, Laurent Oberton, et c'est pas le seul auteur, parle du fait que, selon lui, l'être humain est une espèce animale, donc nous sommes des animaux, nous sommes des mammifères, qui aurait gardé des traits juvéniles, comme d'autres espèces, les espèces domestiquées, de toute façon, les chiens, par exemple, voilà. Et moi, je pense que... Et donc, pourquoi? Parce que, par exemple, on continue à... on joue pendant toute notre vie, on aime la sphère du divertissement, alors que un loup, une chèvre, ou non, pas une chèvre, mais je sais pas, n'importe quel animal non domestiqué, en fait. Mais on n'imagine pas une menthe religieuse en train de folâtrer, quoi. Non, quand il sort de l'âge adulte, en fait, cesse le divertissement. Et moi, je pense que les personnes de gauche sont doublement juvéniles. Pourquoi? Parce que, par exemple, elles n'acceptent pas de gérer leur frustration face à certaines limites, les limites des frontières, les limites de la biologie. Et ça, quand on n'est pas capable de faire ça, c'est qu'on n'a pas dépassé un certain stade de juvénilité. Normalement, à l'âge de 10 ans, on apprend à gérer ses frustrations et à se dire que d'accord, en fait, il y a des limites, c'est comme ça, je ne peux pas aller contre. Et en fait, moi, j'ai l'impression que voilà, les personnes de gauche restent dans une forme de juvénilité toute leur vie, dans une forme de puérilité. C'est complètement puéril aussi de se dire que la sphère des idées peut tout.
que voilà, si j'invente un joli concept comme ça dans ma tête, je peux automatiquement une jolie histoire. Vous savez, c'est comme les enfants qui se racontent des histoires et qui croient que leurs histoires sont réelles. C'est pas parce Vous parlez de François Bayrou et de la dette, là, je crois. Mais non, excusez-moi. Voilà, bref, c'est pas parce qu'une idée, c'est vrai, ça peut être très beau une idée. Hein, c'est voilà, c'est pas parce qu'on a créé une belle idée comme ça, qu'on l'a fait flotter au-dessus de sa tête et que elle est trop belle dans la sphère des idées qu'on peut automatiquement la faire descendre dans le réel et qu'elle fonctionnera. On ne peut pas transformer un homme en femme et moi j'ai pas envie qu'on transforme l'Europe en Afrique. Marguerite Stein, alors déjà on valide le programme. On va même le tweeter parce que c'est un excellent slogan. Puisqu'on en a à parler de la psychiatrie de la gauche, il y a aussi cette énorme contradiction, puisque on est face à des gens qui justement nous expliquent qu'il faut valoriser ces différences, qu'il faut être ouvert à tout. Vous, lorsque vous êtes arrivé avec une lecture un peu plus différente que celle que vous aviez partagée avec eux pendant des années, eh bien, ils se sont mis à vous ostraciser, à vous pointer du doigt, et puis c'est même aller plus loin avec des menaces voilà. Donc, comment est-ce que déjà vous expliquez ça, et puis comment vous l'avez vécu ? Mal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, je l'ai mal vécu tout le temps où j'étais isolée, c'est-à-dire qu'on parle quand même de meutes qui sont acharnées sur une petite militante qui était là toute seule avec son compte Twitter et son petit mouvement de collage, enfin son grand mouvement de collage qu'elle venait de créer. Et moi, j'étais sans structure, sans plus aucune assise, sans camp, en fait, sans famille politique. Oui, parce que vous n'étiez pas non plus encore intégrée et admise par la droite, et en même temps, la gauche vous abandonnait. Donc ces violences dans la solitude, ça a été compliqué. Ça va quand même mieux depuis que voilà, j'ai ma maison d'édition qui est Magnus, où je me sens quand même, je sais pas comment dire, avec plus d'assises. Et puis c'est vrai que la droite m'a quand même bien accueillie, donc merci. Je pense qu'à droite, vous devez rencontrer souvent des gens qui effectivement payent le prix de leurs idées quotidiennement, de leurs idées ou pas d'ailleurs, puisque vous le disiez, ça a probablement, j'imagine, participé à votre prise de conscience, mais aujourd'hui, n'importe quel Français est confronté à cette violence, alors soit de la part de la gauche, parce qu'il y a cette extrême gauche ultra-violente, soit de la part effectivement de ces populations immigrées qui ont tendance à être plus violentes. Vous avez compris que c'était un risque pour les femmes, cette immigration, et comme vous étiez justement, votre combat initial, c'était la défense des femmes, il y a un moment où vous avez dû vous dire c'est plus possible. Oui, mais moi, c'est pas l'argument sécuritaire qui m'a convaincue en premier, c'est plus l'argument civilisationnel. En fait, moi, je me suis retrouvée à un moment à me dire, bon, ben d'accord, donc à cause du harcèlement que je subis, bon, j'ai tout perdu. J'ai perdu mes amis, j'ai perdu des discussions en cours concernant, des projets, voilà, des projets professionnels, personnels, voilà. Enfin, vraiment, je me suis retrouvée sans rien. Et à un moment, je me suis dit, en fait, peut-être que tout ce qui me reste, c'est mon pays, mais où en est mon pays ? Est-ce qu'il n'y a pas une menace civilisationnelle, en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Mon pays est en train de disparaître, en fait, enfin, culturellement. Et c'est d'abord ça, moi, qui m'a frappée. Et je pense que c'est... ce qui est dur aussi, c'est que c'est de notre faute quelque part, parce qu'en fait, cette immigration, on l'a acceptée, et que moi, je pense qu'il y a que ça fait... C'est pas très difficile à comprendre, le fait que ça fait partie de la nature humaine, le fait que quand vous mettez plein de personnes issues d'une même communauté au même endroit, mais même nous, les Français, on pourrait reproduire ça à l'étranger aussi. Voilà, plein de personnes d'une même communauté au même endroit, les personnes ne s'intègrent pas et reproduisent des logiques communautaires et restent entre elles. Et voilà, ça crée comme ça des espèces de bulles qui deviennent au final des départements entiers, quoi. Il y a beaucoup de Français qui se demandent comment justement faire face à cette situation, comment s'engager. Il y a des combats très militants, il y a des combats politiques. Vous êtes plutôt sur le terrain culturel avec ces ouvrages que vous publiez, avec la maison d'édition Magnus. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux Français qui nous écoutent et qui n'ont pas justement la chance ou le devoir, en tout cas, les responsabilités de ce genre de terrain d'action ? Comment est-ce qu'ils peuvent, eux, gérer cette situation et tenter d'inverser le mouvement ?
Moi, je pense qu'il faut faire vivre notre pays, il faut faire vivre nos rites, nos traditions, notre culture, que ça, c'est très très important. Euh, tous les rites, en fait, je sais pas, par exemple, les rites catholiques, je trouve que même si on n'est pas croyant, même si on croit pas en Dieu, en fait, c'est pas mal d'aller à la messe de temps en temps, de faire vivre les églises, d'aller à la messe pour Pâques, pour Noël, ou voilà, enfin, de montrer que il y a cette culture catholique dans notre pays qui est au-delà de la foi, en fait, qui culturellement nous lie, nous retient ensemble. Enfin, un peuple n'est rien sans ses rites et ses rituels. Je veux dire, je crois que quasi toutes les espèces d'hominidés, en fait, d'Homo erectus jusqu'à aujourd'hui, en fait, avaient des rites et des Ouais. rituels. En fait, ça Qui maintient un cimentaient la peuple ouais. complètement. Donc, en fait, on n'a pas de civilisation sans rites et nos rites, il faut les faire vivre. Et les nôtres tiennent beaucoup sur l'Église catholique. Pas uniquement sur l'Église catholique, ça passe aussi par les fêtes de village, aussi voilà certaines fêtes peut-être plus païennes, mais voilà qui appartiennent quand même à notre culture. Enfin voilà, À je notre dirais ça. folklore européen. Ouais. Marguerite Stern, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On a abordé beaucoup de sujets, mais je pense que ça a fait plaisir aux auditeurs. On espère vous retrouver très bientôt, au moins début 2026, pour parler de votre nouvel ouvrage qui paraîtra donc chez Magnus. Merci Richard Dessès pour votre chronique et Merci, puis Liselotte. d'avoir conclu cet entretien avec moi.